Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Insights entre marché privé et obligations cotées. Alain Kinch, entre autres, chairman du Lux Stock Exchange. On était la première bourse qui a admis à la cotation ce qu'on appelle les Digital Native Bonds, d'ailleurs de la Banque mondiale, Digital Native Note, qui est listé sur notre listing principal sur la plateforme réglementée et donc qui est MiFID II compliant. On a ensuite listé des Native Digital Bonds aussi de la Société Générale, de la BEI sur notre SOL, c'est la Securities Official List. Quel tiroir ouvrir avec Alain ? Tant de sujets possibles. Finalement, nous en avons choisi 2. Nous commençons par le private equity, une industrie qu'il connaît comme sa poche en tant que spécialiste, thought leader et investisseur. Il nous partage son retour d'expérience de ses 20 années au volant d'EY entre démocratisation et intensification de la concurrence. L'occasion aussi pour moi de passer du temps à parler avec lui du Luxembourg Stock Exchange en sa qualité de chairman. Vous allez probablement découvrir la place qu'occupe cette bourse dans les marchés obligataires. Je suis ravie de mettre en lumière de nombreuses initiatives telles que les Green Bonds ou les Dim Sum Bonds, mais aussi plus récemment la cotation de Digital Covered Bonds. Nous parlons des collaborations de la bourse avec des startups via prise de participation ou des rachats permettant à celles-ci d'innover et de pénétrer des terres vierges. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Alain. Bonjour Solène. Hyper contente de t'avoir sur le podcast parce que tu as plein de choses à dire. Donc je me sens très privilégiée de pouvoir m'entretenir 1 heure avec toi. J'aurais aimé quand même que tu te présentes à nos auditeurs, notamment les Français ou les Belges qui nous écoutent ou les Suisses qui ne te connaissent pas forcément. Les Luxembourgeois, je suis sûre, mais le reste de l'Europe, pas forcément. Avec plaisir. En fait, je suis né à Luxembourg, donc luxembourgeois. J'ai fait mes études à Paris, à Washington et à Fontainebleau. Et j'ai passé 25 ans de ma carrière dans les Big Four, en commençant par Arthur Andersen et puis par EY, où j'étais le patron du bureau de Luxembourg pendant 11-12 ans. J'étais ensuite en charge du private equity pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Inde. Et depuis 4 ans, donc j'ai changé de cap, en fait, passant en front d'office du private equity, dans le sens où avant j'ai conseillé mes clients, mais maintenant j'ai investi un tout petit peu moi-même. Je co-dirige un family office qui investit dans du PE. Je fais partie d'un certain nombre de boards. Et j'ai un chapeau semi-politique parce que je suis le vice-président du Conseil d'État ici à Luxembourg. Voilà. Super. Merci beaucoup. Alors, en effet, j'aurais pu ouvrir plein de tiroirs. On va se limiter à 2 tiroirs dans la discussion, si ça te va, pour parler du private equity, qui est une classe d'actifs que j'aime beaucoup. Et puis également un peu de la bourse, puisque tu es chairman de la bourse de Lux Stock Exchange. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on se focalise spécifiquement sur ces 2 points-là. Très bien. J'aurais aimé avoir un petit peu ton éclairage pour essayer de comprendre de ton point de vue, parce qu'on voit que ça se démocratise et que ça s'ouvre à une clientèle retail depuis une dizaine d'années avec des acteurs que j'ai reçus sur mon podcast comme Private Corner, comme Moonfair, Altaroc et autres. Donc voilà, avant, grosse clientèle institutionnelle, puis maintenant plus des clients retail. Qu'est-ce qui, selon toi, a permis, toi qui as vu toute l'évolution de la classe d'actifs, qu'est-ce qui a permis l'accès à cette classe d'actifs à un moment donné, il y a une dizaine d'années, à cette clientèle ? Je dirais que c'est une excellente question et c'est vraiment une évolution parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé dans le PE, donc dans les années 95, quasiment aucune maison de private equity voulait entendre parler, certainement pas de retail, mais même des family office. C'était vraiment dirigé aux institutionnels avec un nombre d'investisseurs de 20 investisseurs par fonds, par exemple. Alors, qu'est-ce qui a mené ça ? Alors, je dirais tout simplement, d'abord, l'excellence dans les returns, parce que les investisseurs voient que cette classe d'actifs a surperformé, et donc c'est très attractif. Et ceci s'est accéléré avec la période qu'on a connue où il y a quasiment plus d'intérêt sur les produits fixed income, en fait finalement il y avait très peu d'alternatives. Donc je crois que ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est certain aussi que
beaucoup de grandes maisons de private equity qui, en plus, ont leur management company coté en bourse, sont devenus des énormes accumulateurs de capitaux. Donc, quelque part, pour soutenir le cours de bourse, je suis obligé à montrer de la croissance de mes assets under management, de mes AUM. Et donc, tout naturellement, je vais aller chercher aussi dans des investisseurs un peu moins fortunés. Donc, je crois que ça, c'est un autre phénomène. Et puis, on a vu que quand on fait les conférences private equity aujourd'hui, on n'a qu'à regarder le nombre de personnes qui y vont. Donc, on a eu une croissance énorme de nombre d'acteurs, nombre de GPs. Et donc, quelque part, il y a de plus en plus de chasseurs pour un nombre limité de lapins, si j'ose dire. Donc, il faut quand même, quelque part, augmenter le terrain de chasse. Et donc, tout naturellement, il y a donc, on va un tout petit peu vers le bas, en ce qui concerne les LPs. Alors, peut-être ce qui est important aussi, c'est quand même la réglementation, parce que le fait que, donc avec la directive AIFM et la réglementation, donc les régulateurs et aussi les gouvernements sont plus ouverts au private equity. Peut-être que ce n'était le cas avant. On comprend la différence entre ce qui est un hedge fund et ce qui est du private equity. Et donc, maintenant, avec des seuils d'entrée qui sont avoisine 100 000 euros, ouais. On a la possibilité technique de pouvoir investir dans le PE. Et alors, ce qui m'étonne toujours, moi, c'est que je vois que, en tout cas, en Europe du Sud, plutôt, il y a une méconnaissance des marchés financiers qui est très forte au sein de la clientèle plus retail. C'est assez étonnant que ces classes d'actifs percent, même s'il y a des très bons returns, parce qu'il y a quand même une méconnaissance tant de la part des investisseurs que des intermédiaires. Je pense forcément en France, au CGP, aux banques privées, où moi j'ai grandi, on va dire, et où la classe d'actifs a toujours été très minoritaire dans les portefeuilles, contrairement aux États-Unis. Oui. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.